Elle pensait fuir l'enfer? Mais ce qu'elle a trouvé de l'autre côté, était bien pire. Et l'homme qu'elle allait rencontrer, allait changer sa vie pour toujours. Ce que vous allez entendre, n'est pas une fiction. C'est une vérité que personne n'aurait dû découvrir. Le soleil de la fin d'après-midi brûlait encore l'horizon, teintant le ciel d'une lumière dorée. Une silhouette mince avançait sur le chemin de terre, suivie par 4 enfants aux vêtements sales et froissés. La plus grande, Élise, serrait les mâchoires et gardait la tête haute, même si ses jambes tremblaient à chaque pas. Derrière elle, Louis marchait droit, le regard dur, les poings serrés. Il ne disait rien, mais chaque mouvement montrait sa colère. Tommy, plus jeune, traînait un peu, tenant fermement la main de sa petite sœur, Zoé. Quant au dernier, Hugo, il avançait en silence, les yeux vides, fixés sur rien. Il n'avait pas prononcé un mot depuis le jour où leur mère s'était arrêtée de respirer. Il marchait depuis 6 jours. Chaque ferme croisée les avait repoussés. Certains leur avaient crié dessus. Un homme avait même lâché ses chiens. Les enfants n'avaient plus d'eau, plus de nourriture, plus d'endroit où aller. Et maintenant, devant eux, se trouvait une vieille bâtisse entourée d'un champ sec et de clôtures fatiguées. Le dernier endroit avant, rien. Élise s'approcha lentement du portail en bois. Le vent soulevait un peu la poussière autour d'eux. Elle leva les yeux vers la maison, puis vers le ciel. Sa voix était à peine audible. « S'il te plaît, juste une personne, une seule. » La porte de la maison s'ouvrit brusquement. Un homme grand, robuste, au regard glacé, apparut. Un fusil à la main. Il ne cria pas. Il leva simplement l'arme. « Dégagez de mes terres. » Élise leva les 2 mains. Zoé se cacha derrière elle, tremblante. « Monsieur, s'il vous plaît. Nous ne voulons rien voler. Juste de l'eau. C'est tout. 5 minutes, et nous partirons. » L'homme ne bougea pas. Son doigt reposait sur la détente avec une familiarité qui ne laissait aucun doute. Il y a un ruisseau, à 2 kilomètres à l'est. Il est sec, depuis des semaines. Sa voix était ferme, mais son regard trahissait la peur. Louis avança d'un pas. « Je te l'avais dit, Élise. C'était une perte de temps. Personne ne nous aidera. » L'homme regarda le garçon. Il avait 10 ans peut-être, mais ses yeux semblaient bien plus vieux. Pas de peur. Juste de la rage. Élise ne bougea pas. « Ma petite sœur a 4 ans. Mon frère Hugo, il a vu notre mère mourir. Il ne parle plus. Nous ne demandons pas la charité. Je peux cuisiner, nettoyer, faire ce qu'il faut. Louis est fort, il peut couper du bois, transporter de l'eau. Je vous en prie. » Elle s'étouffa presque sur ces mots. « Je lui ai promis, à maman, que nous resterions ensemble. » L'homme ne répondit pas. Puis Zoé sortit de derrière sa sœur. Elle leva les yeux vers lui. Elle était couverte de poussière, ses boucles blondes collées à son front. « Est-ce que vous allez nous tirer dessus, monsieur ?» Cette question frappa l'homme comme un coup dans la poitrine. Son regard se figea. Pendant un instant, tout sembla s'arrêter autour de lui. Puis, lentement, il abaissa le fusil. 5 minutes. Pas plus. Élise hocha la tête si vite qu'elle en eut le tournis. « Merci, monsieur, merci. » Les enfants coururent vers le puits, comme un petit troupeau effrayé. Même Louis ne dit rien. Seule Zoé s'arrêta un instant devant l'homme. « Je m'appelle Zoé. Et vous ? » « Zoé. Viens. » Élise la tira doucement en arrière. Mais Zoé fixait l'homme avec ses grands yeux ronds. « Vous avez l'air triste. » « C'est pas grave d'être triste. Moi aussi je le suis. » Élise dit que ça ira mieux. « Est-ce que ça va mieux ?» L'homme ne put répondre. Sa gorge était nouée. Il la regarda s'éloigner, puis fixa le sol. « Est-ce que ça va mieux ?» Il n'avait plus posé cette question depuis des années. Apache resta immobile près du portail longtemps après que les enfants eurent commencé à boire. Le bruit de l'eau frappant le métal du seau résonnait dans la cour, régulier, presque apaisant. Il aurait dû retourner dans la grange. Il aurait dû les laisser repartir aussitôt leurs gourdes remplies. Mais ses pieds ne bougeaient pas. Il les observait en silence. Tommy buvait trop vite, l'eau coulant sur son menton. Élise essayait de le calmer, posant une main douce sur son épaule. Louis restait légèrement en retrait, surveillant chaque mouvement d'Apache, prêt à réagir au moindre geste brusque. Zoé riait doucement en regardant un papillon tournoyer près du puits. Et Hugo ? Hugo ne bougeait presque pas. L'eau coulait sur son visage, mais il ne l'essuyait même pas. Ses yeux étaient ouverts, mais absents, comme s'il regardait un endroit que personne d'autre ne pouvait voir. Apache sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il connaissait ce regard. Il l'avait vu chaque matin dans le miroir pendant des années. « Quand avez-vous mangé pour la dernière fois ?» demanda-t-il enfin. Élise hésita. « Ce matin, quelques baies. » Tommy leva la tête. « Et un écureuil, avant-hier. »« Un seul ? » ?»« Pour nous 5, répondit Louis sèchement. Apache hocha lentement la tête. Il regarda leurs bras trop fins, leurs vêtements trop grands, leurs chaussures abîmées. Ces enfants ne mentaient pas.
La faim ne ment jamais. Il y a de la nourriture dans la maison, dit-il. Du vrai repas. Les enfants se figèrent. Pourquoi? Demanda Louis aussitôt. Qu'est-ce que vous voulez en échange? Apache fronça légèrement les sourcils. Je veux que tu te taises 2 minutes et que tu laisses ta sœur parler. Louis ouvrit la bouche, puis se ravisa. Élise inspira profondément. Monsieur, je ne comprends pas pourquoi vous faites cela. Mais mon petit frère tremble de faim. Et Hugo, il a besoin de se sentir en sécurité. Je lui dis depuis des jours que quelqu'un va nous aider. Je ne peux plus lui mentir. Sa voix se brisa. Elle détourna les yeux pour ne pas pleurer. Apache resta silencieux un long moment. Puis il se tourna vers la maison. Entrez. Avant que la nourriture refroidisse. Ils hésitèrent. Même quand la porte fut ouverte, personne ne bougea. Allez, répéta-t-il. Un par un, ils avancèrent, comme s'ils craignaient que tout cela disparaisse s'ils faisaient un mauvais mouvement. La maison était simple. Propre, mais vide. Trop vide. Une table massive occupait le centre de la pièce. Des chaises autour, certaines poussiéreuses, comme si personne ne les avait utilisées depuis longtemps. Apache posa les assiettes sur la table. L'odeur du pain chaud et des œufs remplit la pièce. Tommy s'assit sans attendre. Zoé grimpa sur la chaise avec difficulté. Élise plaça Hugo doucement devant son assiette. Mange, mon cœur. Il ne bougea pas. Louis resta près de la porte. Je préfère rester debout? Comme tu veux. Apache servit tout le monde sans parler. Les enfants commencèrent à manger avec précaution, puis avec urgence. Le silence fut rompu seulement par le bruit des couverts. Tommy avala presque sans respirer. C'est le meilleur repas de ma vie. Zoé hocha la tête avec sérieux. Moi aussi. Même Louis finit par s'approcher de la table. Il mangeait lentement, mais ses mains tremblaient. Seul Hugo restait immobile. Apache observa Élise couper la nourriture en petits morceaux, les pousser doucement vers son frère. Après plusieurs tentatives, il mâcha enfin. Lentement. Mécaniquement. C'est bien, murmura-t-elle. C'est très bien. Apache détourna les yeux. Il se souvenait de ce silence. De ce monde figé après la perte. De ce moment où les mots deviennent inutiles. Après le repas, personne ne parla pendant plusieurs secondes. Puis Zoé leva les yeux vers Apache. Est-ce que vous vivez ici tout seul? Il hésita. Oui. Depuis longtemps? Trop longtemps. Elle hocha la tête comme si elle comprenait. À travers la fenêtre, le soleil descendait lentement. La journée touchait à sa fin. Apache regarda ses 5 enfants assis à sa table. Des inconnus entraient dans sa vie sans prévenir. Il ne savait pas encore qu'ils allaient tout changer. Mais il le sentait déjà. Quelque chose venait de se fissurer en lui. Et pour la première fois depuis des années, cette fissure laissait entrer autre chose que la douleur. Peut-être, une chance. Le repas terminé, la cuisine retrouva un calme étrange. Les assiettes vides témoignaient de la faim des enfants. Zoé s'était endormie contre le dos de sa chaise, la tête penchée, les doigts encore pleins de miettes. Tommy jouait avec une serviette roulée, l'air repu et détendu. Louis, lui, ne disait rien. Il fixait Apache avec un regard dur, méfiant, toujours sur la défensive. Élise essuyait les assiettes lentement, malgré les protestations d'Apache. Je veux aider, au moins pour ça. Apache ne répondit pas tout de suite. Il regarda Hugo, toujours assis à la même place. Le garçon n'avait pas touché à son assiette depuis les 2 premières bouchées. Ses yeux restaient vides, comme si le monde autour n'existait plus. Il n'a vraiment pas parlé depuis la mort de votre mère? Demanda Apache. Élise s'arrêta un instant. Non. Pas un mot. Il l'a trouvé, ce matin-là. Il était seul. Je crois qu'il a juste arrêté d'être là. Elle serra un torchon entre ses mains. Il reste debout, il marche, mais à l'intérieur, il est ailleurs. Apache comprenait. Il avait vécu ça. Des mois entiers à être présent sans l'être. À respirer sans vivre. Il ne savait pas comment aider ce garçon, mais il savait qu'il ne fallait pas le brusquer. Donne-lui du temps, dit-il doucement. C'est tout ce qu'on a parfois. Du temps. Élise hocha la tête, le regard bas. Tommy rompit le silence. Monsieur Apache, vous avez un chien, non? Apache sourit légèrement. Oui. Il s'appelle Tango. Il est vieux. Il dort sûrement dans la grange. Tommy se leva aussitôt, les yeux brillants. Je peux le voir? Je suis bon avec les chiens. Demain. Après le repos. Tommy se rassit, un peu déçu mais obéissant. Louis se leva brusquement. On a mangé. On va partir maintenant. Élise se tourna vers lui. Louis, il fait nuit. Et Hugo ne tiendra pas. Ce n'est pas notre maison. On dérange. Apache s'approcha lentement. Tu veux partir? Pars. Mais eux, ils restent. Louis serra les dents. Vous ne nous connaissez même pas. Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Apache se redressa, croisant les bras. Rien. Mais ta sœur s'est tenue droite,
même avec un fusil braqué sur elle. Et toi, tu veux fuir parce que tu ne comprends pas pourquoi quelqu'un serait prêt à aider sans rien demander? Louis ne répondit pas. Tu crois que je vais vous exploiter? Vous faire travailler pour mériter un morceau de pain? Ce n'est pas ça ici. Mais si tu veux rester, il y a des règles. Tout le monde se figea. Même Élise leva les yeux, surprise. Règle numéro 1, vous ne me mentez jamais. Pas même une fois. Élise acquiesça. Règle numéro 2, chacun fait sa part. Ce n'est pas une auberge. Je peux vous nourrir, mais pas vous gâter. Louis grommela quelque chose, mais se tut. Règle numéro 3. Il regarda chacun d'eux, un à un. Vous restez ensemble. Quoi qu'il arrive. Vous êtes une famille. Vous le restez. C'est ce que voulait votre mère, non? Le silence fut sa seule réponse. Mais ce silence n'était plus hostile. Apache s'éloigna de la table, puis ajouta, vous pouvez dormir ici. Une nuit. Et on verra demain. Élise murmura un merci. Tommy sourit. Zoé dormait déjà. Hugo ne bougea pas. Et Louis? Il resta debout longtemps, près de la porte. Mais il ne sortit pas. Le matin s'était levé avec lenteur, recouvrant le paysage d'une lumière douce. Le silence régnait dans la maison, brisé seulement par les craquements du vieux bois et le souffle paisible des enfants endormis. Apache s'était réveillé tôt, comme toujours. Il n'avait pas beaucoup dormi. Des souvenirs l'avaient tenu éveillé. Une voix d'enfant. Un rire disparu. Une promesse brisée. Il avait préparé un peu de café, puis s'était assis sur le banc devant la maison. Le soleil naissant réchauffait ses mains rugueuses. Derrière lui, la porte grinça. Tommy sortit en frottant ses yeux. Il portait une chemise trop grande pour lui et traînait des chaussettes trouées. « Bonjour, monsieur Apache. »« Bonjour, gamin. Bien dormi ?» Tommy hocha la tête. Puis son regard s'illumina. « Vous avez dit que je pouvais voir le chien. » Apache sourit légèrement. Il se leva. « Via. » Ils traversèrent la cour en silence. Le sol était sec, parsemé de traces de sabots et d'herbes écrasées. La vieille grange tenait encore debout, malgré les années. À l'intérieur, dans un coin, reposait un chien à la fourrure gris-brun, roulé en boule sur un lit de foin. « Tango » appela Apache doucement. Le chien leva la tête, les oreilles fatiguées. En voyant Apache, il remua lentement la queue. Tommy s'approcha à petits pas, fasciné. « Il est magnifique. Il est vieux. Presque aveugle d'un œil. Mais il comprend tout. » Tommy s'agenouilla près du chien. « Je peux le toucher? Vas-y. » Il ne mord pas. Le garçon posa sa main avec délicatesse sur le dos du chien. Tango grogna un peu, puis accepta le contact. Tommy sourit si fort que ses joues devinrent rouges. Il est tout doux. Derrière eux, des pas hésitants résonnèrent sur le sol. Élise était là, tenant Hugo par la main. Le petit garçon fixait le sol, ses lèvres closes. Tommy se tourna vers son frère. « Viens voir, Hugo. C'est Tango. Il est gentil. » Aucune réaction. « Tu aimais les chiens, non? Tu en parlais tout le temps. Tu voulais en adopter un? » Rien. Hugo restait figé. Tommy regarda Apache avec détresse. Avant, Hugo courait après tous les chiens du village. Maman disait qu'il avait un don avec les animaux. Il les comprenait. Apache s'approcha lentement de l'enfant. Il s'accroupit, à sa hauteur. Et, petit, pas un battement de cils. Je sais que tu n'as pas envie de parler. Je sais ce que c'est. Il désigna le chien. Lui aussi, il n'aime pas trop les mots. Mais il écoute bien. Il ne juge jamais. Apache se releva. Tu n'es pas obligé de t'approcher. Tango restera là. Il t'attendra. Il s'éloigna, laissant Hugo face à son choix. Le garçon ne bougea pas. Pas tout de suite. Mais quelques minutes plus tard, quand Apache revint, il le trouva assis près du chien. Silencieux, toujours. Mais ses doigts tremblaient un peu, et il glissait lentement dans la fourrure douce de Tango. Ce n'était pas un miracle. Ce n'était pas une guérison. Mais c'était un début. Un souffle de vie. Une étincelle. Apache s'appuya contre la porte de la grange, les bras croisés. Il ne dit rien. Mais en silence, il remercia le ciel, pour ce petit pas. La journée était bien entamée lorsque le calme fut brisé. Apache était en train de réparer une vieille barrière derrière la grange. Le bois craquait sous ses mains, les clous refusaient de rentrer droit, et la chaleur lui collait la chemise au dos. C'est alors qu'il entendit le galop. Un bruit de sabots. 3 chevaux. Qui ne venaient pas de la route habituelle. Il se redressa, plissa les yeux. Sur le chemin sec menant à la ferme, 3 hommes à cheval approchaient. L'un d'eux portait un manteau long, poussiéreux, avec une étoile brillante sur la poitrine. Le shérif. Apache lâcha le marteau. Il marcha d'un pas rapide vers la maison. « Carrie » cria-t-il. « À l'intérieur. Maintenant. » Élise ouvrit la porte, tenant Zoé dans les bras. Tommy et Louis apparurent derrière elle.
Qu'est-ce qu'il se passe? Demanda-t-elle. Des hommes arrivent. Des hommes armés. Restez à l'intérieur. Cachez-vous s'il le faut. Il se tourna vers Louis. Barre la porte. Ne l'ouvre que si c'est moi qui frappe. Louis hocha la tête et claqua la porte. Le loquet coulissa aussitôt. Apache inspira profondément. Il marcha droit vers le portail. Les chevaux s'arrêtèrent à quelques mètres de lui. Apache, lança le shérif. Jacob Dawson. Tu te souviens de moi? Apache ne répondit pas. Il croisa simplement les bras. Nous avons entendu dire que tu héberges 5 enfants. Des orphelins. Les Holloway. Et alors? L'orphelinat de la ville les réclame. Le juge a signé les papiers. Ils doivent être remis à l'État. Apache serra la mâchoire. Ils ne vont nulle part. Un des hommes derrière Dawson sourit d'un air moqueur. Tu vas t'opposer à la loi tout seul? Si je dois. Le shérif soupira. Apache, tu sais que tu ne peux pas les garder. Tu vis seul. Tu n'as aucune autorité légale. Ce sont des enfants, pas des animaux errants. Ce sont des êtres humains. Pas des objets qu'on place où ça arrange. Le troisième homme posa la main sur la crosse de son revolver. Apache vit le geste, mais ne bougea pas. Tu comptes te battre? Demanda Dawson, d'un ton las. S'il le faut. Un silence tendu s'installa. Même les chevaux semblaient retenir leur souffle. Puis, une voix de femme s'éleva. Je pense que ce ne sera pas nécessaire. Tous se retournèrent. Une cavalière approchait lentement. Ses cheveux gris étaient attachés en chignon serré. Son visage était marqué par les années, mais son regard restait vif. Martha, grogna le shérif. Ce n'est pas ton affaire. Tout ce qui se passe dans ce comté est mon affaire. Et ces enfants ne partiront pas aujourd'hui. Dawson se redressa. Il n'a aucun papier, aucun droit. Et pourtant, il les a nourris, abrités, protégés. Il fait plus pour eux que l'État ne l'a jamais fait. Apache la regarda, surpris. Il ne s'attendait pas à cette intervention. Je déposerai une demande officielle de tutelle. Et tu diras au juge que la communauté soutient cet homme. Le shérif grommela. Tu as à moi? Pas un jour de plus. Si les papiers ne sont pas là, je reviens avec des renforts. Il fit signe à ses hommes. Les chevaux repartirent, soulevant un nuage de poussière. Quand tout fut calme, Martha se tourna vers Apache. Je serai là demain matin. Nous avons du travail. Elle n'attendit pas de réponse et repartit au trot. Apache resta seul. Le vent soufflait doucement. Il leva les yeux vers la maison. La porte s'ouvrit lentement. Élise apparut, les yeux pleins de larmes. Ils sont partis? Pour l'instant. Et maintenant? Apache inspira profondément. Maintenant, on se bat. Ensemble. Le lendemain matin, la maison n'était plus silencieuse. Elle respirait. Le soleil filtrait à travers les rideaux, projetant des carrés dorés sur le vieux plancher. Des voix d'enfants montaient de la cuisine. Apache ouvrit lentement les yeux. Il avait dormi sur le banc du porche, incapable de rester entre 4 murs. Trop d'agitation dans sa tête. Trop de souvenirs. Trop de peur aussi, peur de s'attacher. Mais quand il entendit le rire de Tommy, quand il sentit l'odeur du pain grillé et du café chaud, quelque chose en lui s'adoucit. Il se leva, les os raides, et entra dans la maison. Élise était debout devant le fourneau, tenant une poêle avec assurance. Elle portait un tablier trop grand, probablement celui de Martha, laissé sur une chaise la veille. Ses cheveux étaient noués en un chignon maladroit, et une trace de farine lui barrait la joue. Je voulais faire le petit déjeuner avant qu'on parte, dit-elle aussitôt en le voyant. Je sais que vous aviez dit une nuit seulement, mais... Elle se mordit la lèvre. Sarah a eu du mal à dormir. Hugo aussi. Alors je me suis dit, juste encore un peu. Apache ne dit rien. Il s'approcha calmement. Il observa la table. Chaque assiette était déjà en place. Tommy comptait les fourchettes en chantonnant. Sarah nourrissait Tango sous la table. Louis, lui, tirait de l'eau du puits, comme s'il appartenait déjà à l'endroit. Et Hugo, était là. Présent. Silencieux, mais assis à sa place. Il suivait du regard les mouvements de sa sœur dans la cuisine. Ses mains reposaient sur la table, ouvertes. Apache prit une grande inspiration. Puis il murmura, « Tu as brûlé le pain. » Élise devint écarlate. « Je suis désolé, le feu est plus fort que celui qu'on utilisait avant et... Je te montrerai comment régler la trappe. Pour la prochaine fois. » Elle leva lentement les yeux vers lui. « La prochaine fois? On ne peut pas voyager le ventre vide. Il faut manger d'abord. » C'était l'accord, non? Élise cligna plusieurs fois des yeux. Puis elle hocha la tête, incapable de parler. Apache alla chercher un couteau et commença à trancher le pain. Il faisait ce qu'il avait dit qu'il ne ferait jamais, laisser des inconnus envahir sa maison. Mais ce matin, alors qu'il les regardait s'agiter, bouger, parler, rire doucement, ce n'était plus tout à fait des étrangers. Ils apportaient quelque chose qu'il avait oublié. Du bruit. Du désordre.
de la vie. La table fut bientôt pleine. Chacun avait son assiette. Tommy racontait une histoire invraisemblable sur une poule qui aurait pondu dans sa botte. Sarah riait. Louis, en silence, mangeait avec appétit. Et Hugo? Il porta lentement un morceau de pain à sa bouche. Pas parce qu'on lui avait dit, mais parce qu'il en avait envie. Apache croisa le regard d'Élise. Elle souriait à travers ses larmes. Maman disait toujours, compte les petites victoires. Je crois que c'en est une, aujourd'hui. Apache hocha la tête. Une grande, même. La journée ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ne la redoutait pas. Le repas terminé, la maison retomba dans un calme étrange. Les enfants débarrassaient la table. Élise lavait les assiettes, Louis séchait. Tommy chantonnait, assis sur le rebord de la fenêtre. Zoé caressait Tango, allongé au soleil. Apache observait la scène depuis le seuil de la porte. Pendant un instant, il se demanda s'il rêvait. Depuis combien de temps sa maison n'avait-elle pas été aussi vivante? Mais il savait que ce moment était fragile. Rien n'était encore décidé. C'est Élise qui brisa le silence. « Monsieur Apache ?» Il se tourna vers elle. « Est-ce que nous devons vraiment partir maintenant ?» Sa voix était douce, presque inaudible. Mais chaque mot portait le poids de la peur. Apache inspira lentement. « Vous avez dit une nuit, » murmura-t-elle. « Et je sais que c'est déjà beaucoup. Mais, Sarah est fatiguée. Hugo aussi. On peut juste rester jusqu'à demain matin ?» Elle ne demandait pas un miracle. Juste un peu de temps. Apache ne répondit pas tout de suite. Il s'avança dans la pièce, regardant chaque visage. Sarah, qui venait de s'endormir sur les genoux de Tommy. Hugo, qui tenait toujours un morceau de pain dans la main, comme une encre. Louis, droit, le regard tendu. Prêt à défendre ou fuir. Toujours sur le fil. Et Élise. Cet enfant qui portait toute une famille sur ses épaules. Il pensa à Martha, à ce qu'elle avait dit. Un mois. C'était le temps qu'ils avaient. Le temps pour prouver que cette famille pouvait tenir. Mais ce qu'il voyait là, ce n'était pas une illusion. C'était réel. Alors il prit une décision. Il s'assit à la table, croisa les bras et dit, « Vous pouvez rester. » Pour l'instant. Les enfants se figèrent. Tommy arrêta de balancer ses pieds. Louis plissa les yeux. Élise cessa de respirer pendant une seconde. « Vraiment ?» demanda-t-elle. Apache hocha la tête. « Mais il y a des règles. On ne vit pas ici gratuitement. » Louis se leva, prêt à répondre. Mais Apache leva la main. Pas pour l'argent. Pour l'honneur. Pour le respect. Il se tourna vers chacun d'eux. Je vous offre un toit. De la nourriture. En échange, vous m'aidez. La ferme est grande. Il y a des bêtes, des clôtures, du bois à couper. Chacun doit faire sa part. Il fixa Louis. Tu crois pouvoir faire ça? Oui. Le ton était sec, mais pas agressif. Bien. Élise, tu cuisines déjà mieux que moi. Tu t'occupes de la maison. Sarah t'aidera. Élise hocha la tête, un petit sourire au coin des lèvres. Tommy, les poules sont à toi. Nourrir, ramasser les œufs, nettoyer le poulailler. Oui, monsieur. Il rayonnait. Et Hugo? Demanda Élise. Apache regarda l'enfant, silencieux. Puis il dit, Tango est vieux. Il a besoin de calme, de douceur. Je crois que Hugo peut s'en occuper. Un léger souffle parcourut la pièce. Il peut le faire, chuchota Élise. Apache conclut, une dernière règle, vous restez ensemble. Toujours. Pas de disputes inutiles. Pas de secrets. C'est ce que votre mère voulait. C'est ce que je veux aussi. Il tendit la main à Élise. D'accord? Elle la serra doucement. D'accord? À ce moment précis, la maison ne ressemblait plus à un abri temporaire. Elle ressemblait à un foyer. Le matin se leva sur une plaine encore humide, recouverte d'un léger brouillard qui traînait entre les arbres comme un vieux souvenir. Mara ouvrit les yeux, son visage reposant contre l'épaule de l'Apache. Ils avaient dormi à même le sol, adossés à une vieille cabane abandonnée qu'ils avaient trouvée la veille. L'Apache se leva en silence. Il s'éloigna un peu, scrutant l'horizon. Son regard était tendu. Mara le rejoignit lentement, frottant ses yeux fatigués. « Il y a quelque chose ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Pas encore. Mais cela approche. Ils avaient fui trop longtemps. Et même dans cet endroit reculé, ils sentaient que leur répit était fragile. L'Apache n'avait jamais été un homme à parler pour ne rien dire. Mais ce jour-là, il la regarda plus longtemps que d'habitude. « Tu es forte, dit-il enfin. Plus forte que tu ne le crois. » Mara baissa les yeux. Elle n'était pas certaine de mériter de tels mots. Mais dans sa voix, il n'y avait aucun doute. Il croyait en elle. Et pour la première fois, cela comptait. Ils reprirent la route, marchant côte à côte, sans échanger un mot. Le silence n'était pas vide. Il était rempli de confiance. À midi,
ils croisèrent un vieil homme. Il se tenait au bord d'un sentier, assis sur une pierre plate, tenant un bâton noueux entre ses mains ridées. Il leva les yeux vers eux. « Vous cherchez quelque chose ?» demanda-t-il. L'Apache resta immobile. Il sentait que cet homme n'était pas un simple voyageur. Mara répondit à sa place. « La vérité. Et peut-être un endroit où nous pourrons respirer. » Le vieil homme les observa longuement, puis désigna un chemin étroit, bordé de pins tordus. « Suivez cela. Mais sachez que ce n'est pas la destination qui compte. C'est ce que vous laissez derrière vous. » Ils le remercièrent et reprirent leur marche. Le sentier devenait plus raide. Les arbres se rapprochaient, les branches formaient un toit naturel, obscurcissant la lumière. Plus tard, alors qu'ils traversaient un ruisseau peu profond, Mara trébucha. L'Apache la rattrapa aussitôt. Leurs regards se croisèrent. Elle vit dans ses yeux une chaleur qu'elle n'avait jamais connue auparavant. « Tu n'as pas besoin de courir, murmura-t-il. Je suis là. » Elle hocha la tête, incapable de répondre. Les mots lui semblaient trop faibles face à cette présence rassurante. Le soir tomba doucement. Ils s'installèrent près d'un rocher, protégés du vent. L'Apache alluma un petit feu. Les flammes dansaient sur son visage, révélant des cicatrices anciennes et des douleurs enfouies. Mara le regarda. « Tu étais seul avant moi, n'est-ce pas ?» Il acquiesça. « Depuis toujours. » Elle posa sa main sur la sienne. « Tu ne le es plus. » Il la fixa longuement. Et dans le silence, quelque chose changea. Le vent soufflait fort au sommet de la colline, faisant danser les longues herbes comme une mer verte agitée. Mara tenait fermement sa cape autour de ses épaules, son regard perdu dans les ombres de la vallée. À ses côtés, Apache gardait le silence, ses bras croisés, son regard fixe, comme s'il lisait les signes du monde invisible. Depuis leur arrivée dans cette nouvelle région, le calme avait été trompeur. Les villages alentours semblaient abandonnés, les chemins déserts. Et pourtant, chaque nuit, des tambours lointains résonnaient, faibles mais constants. Comme un rappel que quelque chose approchait. Ce soir-là, autour du feu de camp, Mara tourna lentement une tranche de pain sec au-dessus des flammes. Le crépitement du bois était le seul son. Elle brisa le silence avec une voix presque murmurée. « Tu crois qu'ils nous observent déjà ?» Apache ne répondit pas tout de suite. Il leva lentement les yeux vers les arbres. « Ils attendent le bon moment. Ils veulent qu'on se fatigue, qu'on doute, répondit-il enfin. La nuit tomba plus vite que d'habitude. Un nuage épais couvrit la lune. Tout devint plus sombre, plus lourd. Même le feu semblait hésitant, comme s'il craignait lui aussi ce qui allait venir. Soudain, un cri brisa la nuit. Un cri humain, venu de l'est. Un cri de terreur et de douleur. Mara se leva d'un bond, le cœur battant. Quelqu'un est en danger. Apache posa une main sur son bras, ferme mais calme. C'est un piège. Ils veulent qu'on se précipite. Mais il savait qu'elle avait raison. Ce cri n'était pas fin. Il y avait une vérité dans cette voix, une détresse réelle. Ils éteignirent rapidement leur feu et se glissèrent dans la forêt. Les arbres étaient denses, les branches basses griffaient leurs vêtements. Mais Mara avançait, poussée par quelque chose de plus fort que la peur. Ils arrivèrent dans une clairière. Une femme âgée était à genoux, les mains en sang, entourée de 3 silhouettes menaçantes. Elle sanglotait, suppliant qu'on lui laisse la vie. Sans attendre, Apache bondit, silencieux comme une ombre. En quelques gestes nets, précis, il fit fuir les agresseurs. L'un d'eux tenta de résister, mais le regard froid d'Apache le figea. L'homme prit la fuite sans se retourner. Mara courut vers la femme, l'aida à se relever. Elle tremblait, incapable de parler, mais ses yeux disaient merci. Plus tard, alors qu'il rentrait au camp avec la vieille femme, Mara osa une question. « Tu penses toujours que ce monde est perdu ?» Apache ne répondit pas tout de suite. Puis, dans la nuit revenue calme, il murmura. « Il y a encore des éclats de lumière, mais il faut les protéger, coûte que coûte. » Et dans ce silence revenu, un lien invisible semblait les unir un peu plus fort. Le feu brûlait faiblement au centre du camp, ses flammes ne dansaient plus, elles vacillaient. Comme si elle savait que quelque chose s'approchait. Apache traçait lentement un cercle autour du camp avec une poignée de cendres grises, ramassées la veille. Mara l'observait, intriguée. « C'est pour nous protéger ?» Il hocha lentement la tête, sans répondre tout de suite. Puis, en versant les dernières cendres, il dit. « Le mal n'entre pas dans ce qui est scellé par le souvenir des morts. » Mara sentit un frisson courir dans son dos. Ce n'était pas de la peur, mais une étrange sensation de respect, de gravité. Ce soir-là, la vieille femme qu'ils avaient sauvée dormait à l'abri, roulée dans une couverture. Son souffle était lent, apaisé. Pourtant, l'air autour d'eux semblait plus tendu que jamais. Soudain, un bruit sourd résonna, pas un cri, ni un rugissement, mais un son grave, presque comme un tambour frappé sous terre. Apache se redressa immédiatement. Ses yeux fixaient les arbres sans bouger. Mara, elle, tendit l'oreille. Un deuxième coup, plus proche, puis un troisième. « Ce ne sont pas des bêtes, murmura-t-elle. »« Non.
Ce sont les sentinelles? Le mot fit naître un froid plus grand que le vent. Apache saisit son arc, Mara attrapa un vieux couteau. Il savait que fuir ne servirait plus. Et puis, le silence revint. Plus rien. Pas un souffle. Même les oiseaux s'étaient tus. Ils attendirent. Et quand ils pensaient que tout était passé, une silhouette apparut, au bord du cercle de cendres. Un homme, ou ce qu'il en restait. Grand, maigre, vêtu de haillons, mais son regard, vide, noir, sans âme. Son corps semblait tenir debout par habitude plus que par vie. Il avança, mais lorsqu'il posa le pied sur le cercle de cendres, il s'arrêta net. Immobile. Comme figé par une force invisible. Derrière lui, d'autres apparurent. 3, 5, 7, tous pareils, tous silencieux. Mara sentit sa gorge se serrer. Elle recula d'un pas, mais Apache resta debout, droit. Ses lèvres murmurèrent quelque chose dans une langue oubliée, une prière, une promesse. Les ombres restèrent là, comme si elles attendaient quelque chose, ou quelqu'un. Puis, comme venues d'un autre monde, elles reculèrent, une à une, et disparurent dans la nuit. Lorsque le calme revint, Mara n'arrivait plus à bouger. Pourquoi sont-elles parties? Apache la fixa longtemps, puis répondit simplement. Elles ont reconnu le cercle, et la mémoire de ceux qui m'ont précédé. Elle comprit alors, que l'homme à ses côtés n'était pas seulement un survivant. Il était un héritier, d'un combat ancien. Et au milieu de cette nuit étrange, entre cendres et silence, un lien plus profond se forma entre eux. La forêt semblait respirer plus lentement depuis la nuit dernière, comme si les arbres eux-mêmes retenaient leur souffle. Le soleil du matin filtrait à peine à travers les branches, et pourtant, quelque chose avait changé. Mara ouvrit les yeux sur un silence plus lourd que d'habitude. Elle chercha Apache du regard, mais il n'était plus là. Elle se leva précipitamment, son cœur battant trop vite. Mais au moment où elle sortit de la tente de toile improvisée, elle le vit, assis à genoux devant un tronc calciné, les yeux fermés, un cercle de pierre posé devant lui, et au centre, un vieux tambour de peau. Elle n'avait jamais vu cet objet auparavant. « Tu joues » demanda-t-elle doucement. Apache n'ouvrit pas les yeux, mais ses doigts touchèrent lentement la surface du tambour, une fois, 2 fois, puis s'arrêtèrent. « C'est le tambour de mon père, murmura-t-il. Je ne l'avais plus touché depuis sa mort. » Mara sentit la gorge se serrer. Elle resta immobile, respectueuse, observant l'homme, seul dans ce moment sacré, entre mémoire et silence. Il frappa doucement le tambour, un rythme ancien, lent, profond. Un son grave, vibrant, qui semblait réveiller les pierres, la terre, et peut-être, les esprits. Pourquoi maintenant? Il ouvrit les yeux, la fixa longuement, et répondit. Parce qu'ils vont revenir, et cette fois, ils ne s'arrêteront pas au cercle. Un frisson parcourut son dos. Elle savait de qui il parlait. Les sentinelles. Les silhouettes mortes, les ombres sans nom, celles qui avaient reculé devant les cendres. Mais Apache savait que le cercle ne tiendrait pas toujours. Et il savait que pour les affronter, il fallait réveiller les anciens rythmes, ceux qui précédaient les mots, ceux qui portaient la mémoire des ancêtres. Mara s'assit à ses côtés, sans un mot. Elle ne comprenait pas la musique, mais elle comprenait la douleur. Et l'attente. Le tambour résonna dans toute la clairière, puis dans les arbres, puis dans l'horizon invisible. Et quelque part, loin au-delà des montagnes, d'autres oreilles l'entendirent. Des yeux oubliés s'ouvrirent. Et un voyage commença, un voyage qui ne dépendait plus du courage, mais de la mémoire. Le lendemain, la lumière semblait plus pâle, plus hésitante. Comme si le ciel lui-même refusait d'éclairer ce qui allait venir. Apache et Mara avaient quitté la clairière. Ils suivaient un ancien sentier de pierre, perdu dans la mousse, un chemin que peu connaissaient, et que presque personne n'osait emprunter. « Où allons-nous » demanda Mara en chuchotant, comme si le silence pouvait se briser d'un mot trop fort. « Là où les souvenirs dorment encore » répondit Apache sans se retourner. Ils marchèrent longtemps, jusqu'à ce que le paysage change. La terre devint noire, comme brûlée, les arbres s'espaçaient, tordus, les branches nues, comme si quelque chose les avait touchés, et vidés de leur vie. Au centre de cette zone morte, se dressait une ouverture, un gouffre béant, cerné de pierres effondrées. Qu'est-ce que c'est? Le creux du monde? Là où les anciens ont enfermé ce qu'ils ne pouvaient pas tuer. Mara recula instinctivement. Une chaleur étrange s'échappait du sol, mais ce n'était pas du feu, c'était autre chose. Une colère ancienne, muette, mais toujours vivante. Pourquoi venir ici? Demanda-t-elle. Apache posa un genou à terre, toucha la poussière noire, puis ferma les yeux. Parce que c'est ici que j'ai failli perdre mon nom. C'est ici qu'ils ont essayé de me briser. Il raconta, lentement, comment, adolescent, il avait été abandonné là, par ceux qui voulaient le punir. Comment il avait survécu en se taisant, en écoutant la voix du sol, en affrontant les visions. C'est là qu'il avait vu les flammes sans feu, les visages sans corps, les tambours qui battaient sans main. Ils reviennent toujours ici avant d'attaquer, murmura-t-il.
C'est leur racine. Leur ventre. Mara le fixa, bouleversée. Et tu veux, les affronter ici? Il hocha lentement la tête. Non. Je veux qu'ils me trouvent prêt. Et sans un mot de plus, il s'assit au bord du gouffre, sortit le tambour de son sac, et commença à battre, plus fort cette fois. Chaque coup résonnait dans la terre comme un défi. Un appel. Une provocation. Et dans l'ombre du gouffre, quelque chose répondit. Le matin suivant, un brouillard dense recouvrait la terre. Il n'était pas naturel. Il avait une odeur métallique, et un silence qui avalait tous les bruits. Mara marchait près d'Apache, serrant sa cape contre elle. Le tambour avait cessé de battre, mais son écho vibrait encore dans l'air, comme si quelque chose l'écoutait toujours. Ils approchaient d'un ancien camp, oublié depuis longtemps. Des huttes effondrées, des ossements blanchis, des traces d'une vie éteinte. Apache s'arrêta. C'est ici qu'ils avaient capturé les miens, dit-il d'une voix basse. Il désigna un cercle de pierres noircies, un ancien feu sacré, devenu un lieu d'exécution. Mara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Ils les ont brûlés vivants? Non, répondit Apache. Ils ont brûlé leur mémoire. Ils restèrent là un moment. Le silence était oppressant, mais au loin, un bruit étrange s'éleva. Un cri. Aigu. Inhumain. Mara sursauta. Qu'est-ce que c'était? Un avertissement, dit Apache en dégainant lentement sa lame. Ils sont proches. Le brouillard bougea. Pas à cause du vent, mais comme si quelque chose y rampait. Une forme se dessina haute, maigre, les bras anormalement longs, la peau collée sur les os. Ce n'était ni bête ni homme. Mara recula, mais Apache ne bougea pas. Ils testent. Ils veulent voir si j'ai peur. Alors il fit un pas en avant. Dis-leur que je suis prêt, murmura-t-il, et que je n'oublie rien. La créature recula dans la brume, sans un son, mais le message était clair. Ce n'était plus une fuite. C'était un face-à-face. Et la terre retint son souffle. Ils quittèrent les ruines en silence, le brouillard toujours épais autour d'eux. Mais quelque chose avait changé. Apache ne regardait plus derrière lui. Son pas était plus lourd, plus ancré. Comme s'il portait enfin tout le poids de ses morts, avec dignité. Ils marchèrent jusqu'à un vieux promontoire de pierre, une falaise surplombant une vallée silencieuse. Là, Apache s'agenouilla. Il sortit une petite bourse de cuir, nouée avec un cordon rouge. Les cendres de mon frère, dit-il sans la regarder. Je les ai portées tout ce temps. Mara s'agenouilla à côté de lui. Il ouvrit la bourse, et un souffle de vent, presque surnaturel, emporta les cendres vers la vallée. Que la terre se souvienne de lui, murmura-t-il, même si les hommes l'ont oublié. Un silence sacré suivit. Même les arbres semblaient figés, à l'écoute de cette promesse chuchotée au monde. Mara posa une main sur son épaule. Tu n'es plus seul. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, d'une voix grave. Tant que tu es là, aucun de nous ne l'est. Ils restèrent là jusqu'à ce que la brume se lève. Le ciel s'ouvrait peu à peu, et pour la première fois depuis des jours, un rayon de lumière transperça les nuages. Mara le regarda. Et maintenant? Maintenant, dit Apache, se relevant lentement, nous allons où l'histoire ne nous attend pas. Il tendit la main vers elle. Elle la prit, sans hésiter. Et ensemble, ils quittèrent les ruines des souvenirs, pour bâtir quelque chose que personne ne pourrait leur reprendre. Des jours passèrent. Apache et Mara avancèrent à travers les forêts calcinées, les plaines désertées, les routes oubliées, à la recherche de quelque chose qu'aucun des deux ne pouvait encore nommer. Ce n'était pas un lieu. C'était un sentiment, une paix encore fragile. Une nuit, ils arrivèrent dans un petit village bordé de collines. Des enfants couraient entre les maisons, un feu de camp brûlait au centre, et des visages fatigués mais doux les observèrent. Un vieil homme s'approcha. « Vous venez d'où » demanda-t-il. Apache baissa les yeux. Ce n'était pas une question simple. Mais Mara prit la parole. « De très loin. Et nous avons laissé beaucoup derrière nous. » Le vieil homme hocha la tête, comme s'il comprenait, sans qu'ils aient besoin d'expliquer. Ici, on ne demande pas le passé. On regarde seulement si quelqu'un s'est encore aimé, et protégé. Ils furent accueillis sans cérémonie, mais avec sincérité. Un toit. Un repas. Des regards bienveillants. Le soir venu, autour du feu, un enfant grimpa sur les genoux d'Apache. Il resta figé au début, puis posa doucement sa main sur la tête du garçon. « Tu n'as pas peur de moi ? Pourquoi je devrais » dit l'enfant. « Tu ressembles à quelqu'un qui fait fuir les cauchemars. » Mara sourit doucement. C'était la première fois qu'elle le voyait ainsi, calme, à sa place. Quand la lune monta haut dans le ciel, Apache murmura, presque pour lui-même. « C'est ici que le silence s'arrête. » Et elle comprit. Ce n'était pas la fin de leur histoire. C'était le début d'une autre. Une où les cicatrices ne disparaissaient pas, mais où elles ne faisaient plus mal. Si cette histoire a touché votre cœur, si vous croyez en la force des secondes chances, alors abonnez-vous, et rejoignez notre communauté.
Chaque abonnement nous aide à continuer à raconter ces histoires, celles qui méritent d'être entendues. Abonnez-vous maintenant, et ne manquez plus jamais une histoire qui parle à l'âme.